travaille toujours sur la prochaine update. Bienvenue à l'Update, épisode 6. Oui, épisode 6. C'est encore moi, Virginie, puis aujourd'hui, je suis chanceuse. Je suis entourée de 2 présidents. Mon président, Pierre-Étienne, salut. Salut Virge. Ça va? Ça va, toi? Oui. Et un autre président, mais cette fois-ci celui de Nexus Innovation, Louis-Philippe. Ça va, LP? Oui, enchanté. Allô, enchanté. Okay, on fait semblant qu'on se connaît pas, c'est parfait. Comment ça va? Super bien, merci. Ça va super bien. Fait que là, on l'a dit off-cam, mais on va se répéter, c'est pas ton premier podcast, on avait un avant. Oui, j'en avais un, mais il n'est pas connu. C'est un podcast qu'on faisait à l'interne. Ça venait d'un désir de me rapprocher de l'équipe parce qu'on se voit plus beaucoup. Les gens sont en télétravail. Fait qu'on a parti un podcast à l'interne. Ça s'appelait En toute transparence. Puis c'était moi puis un des développeurs qui avait du fun. On parlait pendant 1 heure, une fois par 2 semaines. Puis on couvrait des sujets de moi qui est revenu d'un événement jusqu'à des nouvelles technologiques sur le marché. Fait qu'on a eu bien du fun avec ça. Ça, c'était-tu partagé à l'interne seulement ou c'était public? Non, c'est pas public. C'était juste à l'interne. pas disponible sur Spotify. Non, exact. On voulait pas se donner la pression des montages, tout ça. On voulait que ça soit... On n'avait pas beaucoup de temps. C'était 1 heure, 1 heure et demie de tournage, puis on shippait. Puis l'objectif, c'était? L'objectif, comme je dis, c'est... Bon, c'est peut-être pernicieux comme objectif personnel que j'avais. Je me disais que si les gens m'entendaient plus, mon équipe, on pourrait se sentir plus proche, ou de me rapprocher des gens sans pouvoir le faire de façon peut-être physique. Là. Fait qu'il y avait un désir de ça. Puis de couvrir aussi des sujets, de permettre à quelqu'un de l'équipe de me challenger sur des décisions, sur... pour ça, en toute transparence, il avait le droit de me poser n'importe quelle question que quelqu'un lui avait amenée. Fait que les questions étaient emmenées de l'équipe à ton invité au podcast, puis on avait des invités comme aussi. Un Q&A un peu, c'est quand même cool. On avait des invités aussi à l'interne. À l'interne, oui. Ouais, c'est ça. Fait quelqu'un qui vient nous parler de, tu sais, c'est quoi être un project manager à l'interne, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça marche en hiver, son parcours à elle. C'est vraiment cool. Fait qu'au lieu d'avoir une genre d'infolette statique ou genre un document que tu aurais envoyé à ton équipe, voici les communications internes à travers un podcast, c'est vraiment original. L'autre idée qu'on avait, c'était comme, moi, je partais un genre d'Instagram, puis je faisais des reels à l'interne, puis ça n'a pas passé. Ah non, ça aurait été excellent. Regarde-moi pas ça. Il existe en plus, je l'ai créé, en tout cas. Il n'y aura pas de on peut-tu suivre ça ou c'est privé? Oui, il y a juste moi qui fais un rant sur une affaire. C'est privé, mais je t'accepterai. Tu vas m'accepter. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous êtes rendus proches. Vraiment, hein? Hey, on s'est présenté au début du podcast. En plus, c'est tout nouveau, tout ça. Mais ouais, cool. Puis pour mettre un peu les gens en contexte, aujourd'hui, on voulait t'avoir parmi nous parce que toi, chez Nexus, en fait, vous, chez Nexus, vous êtes aussi une agence de services technologiques, plateforme numérique. Là, je vais te laisser en parler plus davantage. Là. Mais c'est ça, on voulait un peu échanger là-dessus avec toi parce que nous aussi, évidemment, on est une agence. Puis ouais, fait qu'on part ça. Mais avant tout, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment ça a commencé, Nexus. J'ai pas le choix de de parler de la petite histoire de l'origine qui est essentiellement, vous connaissez peut-être GSoft qui est maintenant Workleap. GSoft, c'est une organisation qui en 2017 a décidé qu'il arrêtait de faire du service. Moi, j'ai commencé GSoft, j'étais dans les 20 premiers employés. Quand je suis parti, on était 250, mais en 2017, on a décidé, hey, on focus sur nos produits. On est une entreprise de produits, ça a toujours été ça l'objectif. Le service servait à financer. Puis il y a beaucoup d'entreprises de services qui essaient de développer des produits, qui veulent se lancer dans le produit. C'est extrêmement difficile. Pour vous donner une idée, là, du temps que j'étais chez GSoft, on a dû lancer une vingtaine, une trentaine de produits. Là, wow. Puis on n'entend pas parler de ça. Non, puis on connaît les produits qui ont marché aujourd'hui. Puis encore, à ce jour, ils continuent à avoir un gros département d'innovation dans cette organisation-là parce que bâtir un produit, t'es jamais à un feature de la réussite. Puis des fois, c'est l'erreur qu'on fait quand on bâtit. Il manque ce feature-là, puis ça va lever. C'est quand même cool, ça, comme perspective. C'est une parenthèse, là, mais on dirait que tu regardes GSoft puis tu te dis, ils ont eu coup sur coup des home runs, puis ça a marché du premier coup. Ils ont flobé du cash. Mais c'est cool à savoir ça. Mais c'est la capacité, à un certain point, de tirer la plug. Puis c'est sûr qu'ils ont eu peut-être, des fois, une forme de chance là-dedans, de quand tu arrives sur le marché avec ton produit, puis tout ça. Mais là, je me lance sur le produit pour faire le parallèle de pourquoi peut-être Nexus existe, pour revenir peut-être à ta question, qui est, moi, c'était pas ça qui me passionnait. J'ai commencé, quand ils ont fait ce switch-là, ils nous ont tous donné une job à l'interne. Ils ont dit, on va tous vous replacer dans les produits parce qu'il y avait besoin de l'expertise. Ils se faisaient compétitionner sur la côte ouest par des grosses levées de financement et tout ça. On avait l'expertise à l'interne, on était bon. Puis en service, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est souvent on top des technologies. On travaille toujours avec les dernières affaires. On a un devoir moral ou une responsabilité d'être
au courant de ce qui s'en vient. Puis on a la chance de changer de projet puis d'être en mesure de toujours travailler avec les dernières technologies, chose qui en produit des fois, tu vas supporter du legacy un peu plus longtemps. C'est pas ça qui m'intéressait pas, mais c'est ce que moi me passionnait du service, je veux dire. Puis quand ce move-là est arrivé, je suis allé faire la gestion de produits. Je suis devenu gestionnaire de produits, PO. Puis ce que j'aimais moins de ça, c'est quand tu es moins proche de l'utilisateur. Un produit, ton user, c'est des stats, là. C'est tout le monde, c'est des comportements, c'est de l'analyse de qu'est-ce que les gens font. Tu prends le téléphone, tu leur parles. Exactement. Puis en service, ce qui est le fun, c'est qu'on s'assoit avec un entrepreneur, on s'assoit avec quelqu'un, on comprend ses besoins, on traduit ça en solution technologique. Puis quand on a fini, puis quand on livre notre solution, c'est des étoiles qu'on a. Puis c'est une forme de reconnaissance. Je le dis, puis j'ai des frissons, là. Dans le sens qu'il y a une forme de reconnaissance qui vient. Puis c'est difficile, là. Je veux pas dire que c'est facile. C'est des clients, puis ils ont des exigences, puis tout ça. Mais à la fin de la journée, quand tu shippes un produit à une entreprise, puis tu sais que tu as X nombre d'utilisateurs qui vont être impactés par ça, puis que pour eux, ça change énormément la façon avec laquelle ils travaillent, c'est wow. C'est ça, tu deviens dans le projet. Là, ça devient ton projet à toi aussi. C'est ce que j'aimais, puis c'est pour ça que j'ai dit, garde, on laisse faire ça, puis Nexus est comme né de cette transition-là. Ouais. Cool. Non, je te laisse continuer. Ce que j'allais dire, à quel point c'est fou de aussi être transporté dans leur univers, dans leur industrie. Oui. Qui est un méga luxe. Là. Quand tu tombes, des fois, tu vas tomber en logistique, mais tu vas tomber dans le medtech, dans la finance, puis tu plonges dans des industries que tu connais pas. Oui, moi j'adore ça, apprendre un nouveau domaine d'affaires, comprendre. Parle-moi de ça, comment ça marche. Oui, comment ça marche. Il faut que je comprenne, pour te donner une bonne solution technologique, il faut que je comprenne où tu t'en vas, qu'est-ce que tu essaies de faire, puis comment ça marche ton écosystème. Puis ça, c'est le bout où nous, il faut prendre ce pas de recul-là en service pour comprendre ça puis offrir des bonnes solutions. Puis niveau accomplissement personnel aussi, là, j'ai l'impression que tu touches à plein d'affaires. Ça devient jamais boring que tu es sur le même produit pendant des semaines et des semaines, même des années. Là, tu touches à plein d'affaires dans une seule semaine. Là, c'est fou. Là. Ouais. Ouais, ça change tout. Ouais, j'ai des amis qui sont rendus à leur 3e refactor visuel d'une même application. À un moment donné, tu as fait le tour. Puis, tu sais, c'est correct. Puis, je veux pas, tu sais, comme juger. Mais c'est ce que j'aimais moins du produit, c'est ce manque de diversité-là au niveau technologique, puis au niveau des défis. OK. Fait que là, toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que quand Workleap a décidé qu'elle allait 100%, on revient à ça. Quand ils sont passés de 100% au produit, toi, tu étais comme moi, je pars en service. Fait que tu es vraiment parti de ton côté. Est-ce que tu as parti avec certains clients qui avaient besoin du service de Workleap? Oui, la vraie histoire, c'est que. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est un de mes anciens clients à moi qui s'est fait flusher, on va dire. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tous les clients se sont fait dire on arrête de faire du service. Ils ont commencé à référer des gens. Puis là, ce client-là a dit hey, là, je me ferai plus avoir comme ça. Je vais la partir de ma firme. Fait qu'il y a comme. il a bootstrappé une business qui, aujourd'hui, Nexus Innovation. puis c'est comme devenu le point de référence de beaucoup de clients. Fait que, mettons, au lancement de l'entreprise, la première année, c'est peut-être 40-50% des clients qui ont été repris. Par une petite équipe. Certains individus ont fait le grand saut, là, qui sont encore avec nous. Un d'ailleurs qui est encore avec nous aujourd'hui, notre premier employé, qui a comme fait le grand saut vers cette aventure complètement inconnue. C'est quoi le premier, ce client-là, ce projet-là? Ça impliquait quoi? Le client qui est premier parti client, Nexus. c'est vos voisins d'en face, Raymond Logistique, en fait. Eux font du transbordement, principalement. Fait qu'ils œuvrent dans le domaine de la logistique au niveau de l'export de grains, principalement, du Canada vers l'externe. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est on faisait un gros système de logistique pour être en mesure de gérer les containers, les cours, les placements de produits dans la cour, tout ça. Fait que c'est ça. C'est quand même un gros projet sur lequel j'ai été pendant comme 5 ans environ. Là. Puis c'est tellement visionnaire, par contre, de leur part d'avoir pensé à se dire on part notre propre agence. Justement, on va pas se faire avoir une deuxième fois. On se part notre agence qui n'est pas du tout en lien avec leur business. Là. C'est double tranchant. C'est double tranchant, tu sais. C'est un peu comme... C'est n'importe quelle entreprise qui essaie de se diversifier va avoir un défi de focus. Exact. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé à travers le temps. Là, si je fast-forward à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus un focus de l'investissement technologique dans l'organisation. Ils ont d'autres défis de croissance et tout ça. Puis Nexus est comme devenu son propre entité. Ouais, puis t'es rentré à quel moment dans ce projet-là qui était Nexus? Peut-être un an après. Un an après. C'est ça.
Mais c'est ça qui est fou, mettons, c'est qu'eux, au lieu de se dire, on va juste engager une team de développeurs sous notre nom, on va créer une autre agence, c'est pourquoi prendre cette décision-là? Pourquoi pas juste avoir sous le nom de, je me rappelle plus du nom de la compagnie, Raymond? Raymond Logistique. Il y a plusieurs, là, je ne suis pas dans la tête de l'entrepreneur à l'époque, mais ce que j'aurais tendance à donner comme hypothèse, c'est que c'est sûr qu'un investissement technologique, il y a un désir de maintenance de ça, il y a un gros investissement au début, mais comme tu n'es pas... C'est une expertise, et puis vous le savez, vous travaillez en service, gérer une équipe de développement, gérer un produit logiciel, gérer de la tech, c'est une expertise. Fait qu'est-ce que tu veux développer cette expertise-là à l'interne? Peut-être, mais je pense que c'est ce qui fait que beaucoup d'organisations vont faire affaire, par exemple, avec des entreprises externes. Je pense au moment où j'ai eu un passage au début de ma carrière chez Transat, par exemple. Transat, ils vendent des voyages. Leur core business, c'est du voyage. Ils ont quand même une grosse équipe TI, tu sais. Mais l'équipe TI, c'est pas elle qui a les gros investissements d'innovation. C'est pas elle que... Tu sais, on opère d'un point de vue IT, puis on fait quelques améliorations, mais à la fin de la journée, tu sais, c'est pas ton core business. Tandis que nous, en service, c'est notre core business. Fait que l'avantage, je dirais, pour eux, c'est d'avoir une entreprise qui est focus là-dessus, puis qui s'assure qu'on est on top, puis qu'eux puissent focuser sur leurs produits à eux. Je pense que c'est un peu ça. N'importe quelle entreprise qui va faire affaire avec nous a compris ou a un désir de ne pas se lancer peut-être dans l'expertise puis gérer des développeurs. Puis aujourd'hui, il y a une expertise de data science aussi qui a une autre forme d'experts à gérer, qui ont des besoins puis des façons de travailler complètement différentes. Fait à quel point tu veux te diversifier puis gérer ça à l'interne? Oui, c'est vraiment ce qu'on voit aussi. Là. Ça devient un peu messy. Puis quand tu prends l'exemple d'Air Transat, c'est 100% accurate. C'est une business qui vend des voyages. Puis les TI sont au service de ce core business-là. Puis souvent, même les compagnies vont se perdre. Ils vont le rentrer à l'interne. Ils vont essayer de développer leur équipe. Puis finalement, ils n'ont pas de rétention. Ils n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas ce focus-là, comme tu dis. Puis c'est là que des joueurs comme nous, on est capable de rentrer et de dire, nous, c'est notre business. On est capable de vous supporter là-dedans. Puis d'être votre partner de long terme. Parce que souvent, même, j'entends des concerns des clients qui sont comme... T'sais, nous, le know-how, faut pas qu'il sorte de la business, faut pas qu'on le perde. Fait que comment est-ce qu'on fait pour assurer les clients qu'on est un partner de long terme pour eux, puis qu'on va pouvoir les accompagner à travers tous leurs défis puis leur vision. Fait que c'est quand même un défi à ce niveau-là aussi. Ouais, t'as une réponse à ça? Non, je pense que c'est de faire nos preuves, ultimement. Là, on commence... Nous, on a... En fait, notre plus gros client, puis je peux en parler, là, ça a commencé avec un projet de maintenance. Okay. C'était un projet de crap. Là. C'était Couche-Tard qui vient nous voir et qui disent on a une app Aidez-nous. Tout buggé. Aidez-nous, pouvez-vous nous sortir de la merde? Puis c'était un petit projet pour la business, mais quand même, il était mal pris. Puis on est rentré, on a bite the bullet. Je me souviens, on avait la conversation avec les cofondateurs, on était 4 là, dans le temps. Puis on le fait dessus, c'est le bordel, qu'est-ce qu'on veut faire? Puis finalement, on a commencé à prendre le projet, puis on les a sortis de la merde. Puis après ça, c'était de voir la vision de qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Puis on a commencé à C'était de faire le extra mile aussi pour eux. Quand ils ont commencé à voir qu'on livrait quand il fallait, on livrait la qualité. Puis on allait un peu above and beyond. On faisait des vigies, on regardait un peu qu'est-ce qui se faisait dans le market, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre projet soit top. Puis chez Couche-Tard, il y avait à peu près j'ai le goût de dire à peu près une dizaine d'applications mobiles dans le monde. Puis, tu avais les exécutifs qui étaient comme, hey, au Québec, là, on performe avec notre app Couche-Tard. C'est une petite app. Là, pour eux, avoir 100 000 users là, sur une app, c'est des peanuts. Mais ils prenaient tout le temps l'app du Québec comme l'exemple global. Puis c'est là un peu qu'on a réussi à se démarquer avec eux puis faire shiner la brand. Mais c'était juste faire l'extra mile, leur montrer que aussi nos personnes étaient attachées à la business. Donc, on n'a pas de roulement chez nous. Je pense pas chez vous, vous n'avez une tonne non plus, mais c'est... Ouais, comme le marché, je sais pas. Mais non, mais le marché compétitif. Mais reste que par notre culture... Non, mais par notre culture, par notre façon de faire les affaires, on est capable d'avoir une plus grande rétention que ces compagnies-là pour avoir à l'interne. Fait que je pense que c'est là un peu qu'on se fait... Ben c'est ça revient au core business de la compagnie, là, dans le sens... C'est en plein ça. Si tu... t'as pas nécessairement les outils pour faire grandir ces développeurs-là, pour qu'ils sentent que justement ils peuvent avoir un avancement de carrière, aller chercher les dernières technologies, tout ça. Si t'es chez un Couche-Tard ou Air Transat, par exemple, ben là, c'est peut-être moins là que tu vas pouvoir y arriver. Ouais. Puis ce qui est arrivé avec le temps, souvent, c'est que je vais le dire comme ça, les départements TI ont comme fini par avoir une mauvaise réputation.
Parce que, comme il n'était pas core business, pas comme il opérait, il y avait un genre de chasse gardée. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est les gens se sont mis à trouver des outils. Puis là, aujourd'hui, il y a des produits pour tout. Là. Il y a littéralement un produit qui fait tout ce que tu veux. Fait que c'est pas vrai que comme entreprise ou comme ligne d'affaires, t'as plus besoin des TI pour développer un nouveau truc. Ouais. Souvent, ils vont prendre un produit qui existe, puis là, à un moment donné, tu te ramasses ou puis il y a des enjeux de sécurité qui viennent avec ça et tout ça, mais ça reste que les gens, là, ils trouvent des façons de travailler. Ils ont des affaires à faire, puis ils vont trouver la façon la plus efficace de la faire. L'humain est fait comme ça, ils vont finir par trouver une façon de le faire. Fait que comment on est capable d'accompagner ces business-là ou ces lignes d'affaires-là à choisir les bons outils? Je pense que c'est là, nous, qu'on est venu essayer d'offrir cette plus-value-là. C'est de se dire, si on prend un pas de recul puis qu'on regarde dans l'ensemble qu'est-ce que tu essaies de faire, tu sais, notre mojo à l'interne, c'est souvent de dire, tu sais, fais du développement sur mesure pour tout ce que tu as qui est ton core business. Qu'est-ce qui supporte ton différenciateur? Qu'est-ce qui fait que sur le marché, tu es meilleur que les autres? Puis, réinvente pas la roue sur tout le reste. Là, c'est là que nous, mettons, on a une expertise qui est autour de Microsoft. On a une suite de produits. Microsoft est bon pour cocher à peu près toutes les cases. Fait on a une suite de produits qui nous permettent de répondre à ces différents besoins-là. Mais quand tu arrives et tu es capable de regarder une business plutôt comme étant un paquet d'enjeux opérationnels ou un paquet de désirs aspirationnels, tu es capable de recommander à ton client où sont les investissements les plus pertinents pour lui dans la mesure de son retour sur investissement technologique. T'sais. C'est intéressant, oui. Donc, c'est ça. Fait que si tu es capable de le recommander, de dire « Hey, investis pas là-dessus, mets ça en place, tu vas sauver un plus », là, tu viens bâtir le long terme. Tu viens bâtir quelque chose qui va t'aider dans le temps à t'assurer que tu n'es pas là pour répondre à un besoin à un moment X, mais bien pour accompagner ce client-là à leverager ou à rendre sa compagnie plus performante. Il y a plusieurs faces. Là, je parle beaucoup. Là. Mais c'est ça. T'es là pour ça. Mais c'est très nice. Puis comment tu fais pour pas être une commodité dans le marché? Ben, moi, je pense que c'est ça qui nous a fait faire ce shift-là. C'est qu'on commençait à réaliser que notre vraie compétition, quand on est seulement... Parce qu'on a commencé, là, Nexus, comme un centre de développement. Là. On était une trentaine de développeurs. On livrait Même, je me rappelle, à une certaine époque, notre tagline, c'était comme on bâtit des équipes de développement agiles et performantes. T'sais. Dans le sens, c'est notre capacité à être très, très efficace à bâtir des équipes. Tu sais, c'était ça Mais aujourd'hui, les gens nous comparent quand même à un coût de développement offshore. Ils vont nous comparer à un coût de développement. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile, je trouve, dans le marché actuellement. C'est que quand notre service, c'est seulement du développement, ben, tu sais, je suis pas en train de parler de tes enjeux d'affaires. C'est ça qui nous intéresse, nous. Il y a plusieurs raisons qui font qu'un client va venir nous voir. Tu sais, soit il veut rattraper le retard, ça se peut, là, tu te rends compte que tu n'as pas investi sur tes techs pendant 10 ans, puis guess what, tu entends juste parler des A à droite et à gauche, puis t'es comme, OK, j'ai-tu manqué un bateau quelque part? Puis, tu sais, c'est qu'est-ce qui... Puis là, des fois, c'est juste de dire au client, pas tant que ça, là, tu sais, t'es pas loin, c'est juste, il y a certains éléments clés qu'il faut que tu changes. Ça peut être pour prendre de l'avance, il y en a que c'est l'inverse, là, ils ont des idées, puis ils sont comme, moi, j'ai une façon d'attaquer un marché ou un domaine ou de répondre à un besoin d'affaires que les gens ont. Je pense que j'ai la solution. Ça me prend quelque chose de sur mesure où il faut qu'on bâtisse de quoi. Puis c'est là, tu sais. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui se rendent compte que juste opérer ce qu'ils ont, ça coûte cher. Wow. Tu sais, ils sont comme ça fait 10 ans qu'on roule ça a toujours marché. Mais Colin, je rentre un nouveau, puis ça me prend genre 3 mois avant qu'il soit fonctionnel, parce que c'est tellement compliqué le système qu'on a en place. Il marche, là, mais il n'a tellement pas été mis à jour. Puis aujourd'hui, il y a une expertise qui a été bâtie au niveau de l'expérience utilisateur. Il y en a qui font juste refaire des applications existantes avec la modernisation de ce que les gens ont. Des fois, c'est juste ça va améliorer ta performance opérationnelle. Ouais. Fait que là, Nexus, aujourd'hui, c'est quoi votre core, c'est quoi votre expertise? Puisque là, vous avez passé de point A, c'était... Le centre de développement. Une centre de développement. Puis aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, on aime dire que... ce que je dis à mon équipe, c'est notre objectif dans la vie, notre raison d'être, c'est d'aider l'humain à travailler sur ce qui compte, travailler mieux sur ce qui compte. Fait que comment on fait ça? Nous, on le fait à l'interne avec nos humains, qui est notre équipe. Il y a plein de choses qu'on fait à l'interne, nos pratiques, on ne rentrera pas là-dedans, mais d'un point de vue de client, à la fin de la journée, c'est de toujours garder en tête qu'il y a comme un utilisateur, puis il y a des gens qui vont utiliser ce qu'on développe. Fait qu'en voulant faire ce shift-là vers le roadmap technologique plutôt que la réalisation,
Ben, ça a été ça notre gros défi sur lequel on a travaillé pendant peut-être 3 ou 4 ans. Puis aujourd'hui, on est des conseillers numériques au plan du programme canadien d'accès au numérique ou d'adoption du numérique. On a réussi à se positionner comme des joueurs clés dans l'accompagnement de nos clients. Puis nos services technologiques viennent supporter ça. Fait qu'au lieu de me définir comme... Parce que si je vous le définis purement, bêtement, ben, j'ai 2 lignes d'affaires. J'en ai une qui est du développement sur mesure pour les besoins spécifiques, des intégrations, de la centralisation de données, puis l'autre qui est l'implantation de systèmes existants où on va implanter un CRM, Business Central comme ERP. Tu sais, je me décris pas comme ça, tu sais. Mais ça, ça supporte pourquoi tu essaies de mettre tu sais, pourquoi tu as besoin de technologie, tu sais. Puis je vais te dire dans quelle... Est-ce que c'est une technologie de collaboration que tu as besoin ou une technologie de gestion? Tu sais, généralement, ça rentre dans ces 2 axes-là. Puis j'ai un paquet d'outils qui peuvent t'aider là-dedans. Puis si c'est pas moi qui les ai, là, on a bossé un bon réseau de partenaires pour venir répondre à ces besoins-là. Right. Mais la question que je veux poser à mon client quand il vient me voir, c'est qu'est-ce que tu essaies de faire? Où tu veux aller? C'est quoi ton différenciateur? Pourquoi tu es rendu à penser... Puis de ce que tu disais tantôt, d'aller au-delà de la shop de dev. Là, c'est pas une shop de dev, c'est vraiment je m'imprègne du projet puis je vais agir sur tous les processus possibles. Ben, parce qu'un projet, à la fin, c'est 3 axes. C'est l'expertise technique, qui est comme mon centre de dev, que je vendais comme stand-alone avant. Le business acumen, ta compréhension de pourquoi tu fais ça. Puis le user. Si tu prends ces 3... Ça, c'est l'annexose. Voici les ingrédients. Mais si tu es capable de owner ces 3 axes-là d'un projet TI, moi, dans ma tête, tu t'en vas vers quelque chose qui va avoir du succès. Parce que tu vas le faire pour la bonne raison, tu vas travailler sur les bonnes affaires, tu vas le faire bien parce que tu es bon, puis tu vas t'assurer que la personne qui va l'utiliser à la fin, tu travailles pour elle. C'est ça, c'est l'impact au final. C'est qu'est-ce que tu vas bâtir. Puis souvent, c'est un peu contre-intuitif. Tu vois un client qui arrive déjà avec la solution toute cuite, là, toute déjà baked in, c'est comme voici ce que j'ai besoin que vous me bâtissiez. T'es comme non, c'est pas ça que tu as besoin. Là. Attends une minute, on va parler à nos users, on va parler aux gens qui vont être autour de cet écosystème-là, voir c'est quoi le business case. Puis ça vaut-tu la peine qu'on investisse $1 demi-million sur ce projet-là ou non? Puis des fois, c'est clair comme d'eau de roche que c'est oui, mais des fois, c'est clair que c'est non. Puis challenger le client, nous, ça a payé beaucoup de dividendes. Être capable de dire au client, non, c'est pas la bonne approche. On fait pas ça comme ça. Parlons au client, on va voir, puis on tire les conclusions. On tire de quoi qui est un peu plus scientifique, puis je pense que c'est là que les clients valorisent ce qu'on est capable d'apporter. Mais c'est dur à vendre. Faut comme tu les convaincre que... On prend un step back, puis on va parler au monde avant de commencer ce qu'il veut. T'sais. Avant même de commencer le projet, il faut qu'il y ait une genre d'éducation client de comme, on croit pas nécessairement ce que tu dis, on va aller parler à tes utilisateurs à toi avant. Là. Puis on en parlait dans l'épisode 5 justement avec Mylène qui était comme, moi je commence pas un projet sans arriver avec mon client, le scope du projet sur la table, puis dire, genre le challenger sur tous les points, puis dire comme, ça je vais aller parler à tes utilisateurs avant, ça je vais aller parler à tes utilisateurs avant, parce que oui, ils le savent, mais peut-être pas tant que ça. Il y a beaucoup de décisions qui viennent de juste des idées de quelques personnes dans la direction qui sont comme hey, on a besoin d'une app pour ça. Puis on va faire ça. T'es comme non, c'est pas une app que t'as besoin. Non, c'est quelque chose d'autre. Puis tu sais, quand tu disais justement au début des iPhones que tout le monde voulait une app, là, puis vite t'as réalisé que comme là, t'avais 150 000 apps dans ton téléphone, puis comme ça faisait un peu... ça dérangeait les gens, là, veux pas, c'est comme un peu un irritant. Là. Je m'essaie une quote, là, mais j'ai l'impression que le UX est au développement logiciel ce que l'agilité a été à une certaine époque. Ou ce qui faisait qu'un projet TI se plantait. On disait 80% des projets TI, quand j'ai commencé ma carrière, c'était ça. C'était waterfall, puis ça se rendait pas en production. Puis l'agilité a comme réglé ça. Puis aujourd'hui, ce qui fait qu'un projet TI va avoir pas de succès ou peu d'adoption, parce que ça pourrait la même affaire, là. Une solution technologique est aussi bonne que l'utilisation que tu en fais, au final. Mais j'ai l'impression que si tu l'as pas fait, c'est ça qui, aujourd'hui, fait qu'un projet TI va planter. Je suis d'accord. Parle à tes end-users, ceux qui vont l'utiliser au quotidien, puis ceux qui vont dire qu'est-ce qu'ils ont besoin, au final. Ouais. Comment est-ce que les clients vous approchent, ultimement? Est-ce que c'est plus avec justement des solutions un peu toutes, ou des projets très clairs, unidirectionnels, ou est-ce que c'est vraiment plus un « Hey, on a telle problématique, puis on aimerait la régler ». Bien, grâce à notre positionnement comme conseiller numérique, on réussit à avoir un funnel de clients qui vont nous arriver ou qu'on va être capable d'être en amont des projets pour savoir, puis les aider à choisir. Quand ça n'arrive pas, parce que c'est quand même pas toujours ce happy path-là qui arrive, je dirais que c'est... Là, on continue quand même à rayonner sur une expertise de pointe au niveau Microsoft. C'est à la fin de la journée, notre expertise
est centrée sur ça. Ça fait en sorte que tu regardes, si tu as fait ce choix technologique-là, de cette solution technologique-là, ben moi, je suis la bonne firme pour t'aider à le mettre en place ou à le développer, parce que c'est juste ça que je fais. Puis je peux te garantir que je suis capable de le supporter après, parce que j'ai pas 18 technologies à supporter, j'ai un stack. Fait que pour nous, c'est conséquent de rester dans cet écosystème-là. Fait que je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer par là. Puis même nos partenaires, on a des partenaires qui sont complémentaires. Par exemple, vous n'êtes pas spécialisé à Microsoft. Nous, on n'est pas spécialisé en mobile. S'il y a un besoin d'application mobile, moi, j'en fais pas. Je vais transférer à des partenaires. Puis nos partenaires vont dire, « Hey, t'as choisi Microsoft. Je connais c'est ça. T'sais. Les best. J'aime ça dire que tu vas te faire réparer ta Tesla à ton garagiste du coin ou au concessionnaire Tesla. Ben, c'est ça. Puis les gens rient parce que je compare Microsoft à Tesla, mais c'est une autre discussion. Same. C'est la même affaire. Mais oui, puis sinon, je voulais savoir, là, on parle un peu plus de Nexus, puis à travers les années, est-ce que vous avez longtemps roulé sur, exemple, là, vous avez été lancé par un de vos gros clients. Est-ce que vous avez longtemps roulé sur un gros client, puis après ça, vous avez commencé à diversifier votre clientèle? Comment ça a fonctionné? Parce que je suis certaine qu'il y a des entrepreneurs qui se le demandent de comment tu te détaches d'une vache à lait, mettons, dans le service. Des fois, c'est tough. Ouais. L'idée, c'est de pas de s'en détacher. C'est de réduire graduellement l'importance relative de ce client-là. Fait que comment, nous, mes premières années, c'était 50-60% de mon chiffre d'affaires qui venait d'un client. OK. Fait que, on peut se dire que si ça marche plus... c'est risqué. Bon, l'avantage qu'on avait, c'est que ce client-là était aussi actionnaire. On était quand même safe de ce côté-là, mais ça reste qu'on n'est pas à l'abri. Puis c'est arrivé, là, la pandémie est arrivée, le supply chain, s'est effondré. L'investissement TI, ils ont arrêté bien sec. Mais moi, ça faisait plusieurs années que j'avais commencé à réduire l'importance relative de ce client-là. Fait que pour moi, l'idée de quand tu as une grosse vache à lait, c'est de la maintenir le plus longtemps. Tu veux en profiter le plus longtemps possible, sachant que quelque part, là, on est en entreprise de service, on ne devrait pas être des succubes à essayer de garder un client toujours. Si on est là pour l'aider, l'accompagner à un moment donné, c'est normal que la proportion relative de l'investissement chez nous réduise par rapport à lui, ce qu'il a à faire. Sinon, il y a peut-être quelque chose de pas sain là, de son côté, ou c'est parce que il a outsource ça, puis pour lui, il voit ça comme une dépense de CAPEX qui peut arrêter à tout moment. Fait il y a des raisons quand même. Mais nous, ça a été ça. C'est de construire, réussir à bâtir un funnel de clients, grossir la quantité de clients, aller chercher les plus gros clients pour être en mesure de faire fondre ce 60%-là à 40%, à 30%. Puis là, à 30%, mais là, je suis tombé bien sec à 10, mais là, on a été chanceux parce que il y avait le marché... 30 à 10 versus un 50 à 10. C'est ça. Mais le 30 à 10, c'est la pandémie, mais la pandémie aussi a été super bonne pour nous. Fait que je te dirais que là, tu sais, comme on dit des fois, c'est une portion de chance dans ce qu'on fait. Tu sais, c'était peut-être le bon moment pour moi que ce client-là arrête. Puis ça m'a permis de prendre d'autres clients qui étaient légion au moment de la pandémie, surtout qu'on implante des systèmes opérationnels en ligne, B2B, tout ça. Fait que, Comment tu gères un peu la quantité? Chez nous, on prône beaucoup la qualité versus la quantité. Niveau client, comment est-ce que vous le voyez un peu? Comment est-ce que tu gères un peu tes décisions de rentrer des nouveaux clients versus... Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des directeurs de livraison en interne, puis eux ont des équipes de réalisation. On leur a donné l'autonomie de prendre la décision sur le go-no-go d'un projet. Fait que nous, puis Sam, on rentre des leads, on travaille avec une équipe aussi pour générer d'une bande, tout ça. Les projets rentrent, puis on les analyse avec eux. Parce qu'à la fin, c'est eux, quand tu dis la qualité, souvent c'est la qualité pour nous, la qualité pour nos revenus, la qualité pour le potentiel long terme du client. Fait que l'idée, c'est, nous, on a une lunette comme management, c'est la lunette du potentiel, on va dire. Le directeur de livraison ou la directrice de livraison a la lunette de hey, l'équipe, faut que je comment qu'elle va opérer là-dedans, va-tu être bien, va-tu être. C'est vraiment intéressant ça. Pour t'assurer que tes équipes prennent le ownership de ton projet justement puis qu'ils se sentent motivés. Qui donne le go, c'est ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il n'y a rien de pire sûrement pour eux que de prendre un projet qui se font mettre dans le fond de la gorge puis qui veulent pas, qui sont comme on n'a pas la capacité, ça va nous mettre dans la marde pour les autres projets. L'autre truc aussi, c'est, je ne sais pas si vous avez du développement d'affaires. Nous, une de nos visions, puis à chaque année, je pense qu'on se pose la question si c'est la bonne approche, mais on dirait qu'on l'aime, cette approche-là, c'est que
notre équipe de développement d'affaires n'est pas à commission. OK. Il n'y a aucune commission, il n'y a aucun bonus lié à ça. Puis, je suis peut-être à tort, mais j'ai l'impression que ça fait en sorte que les gens, ils n'ont pas un intérêt personnel à rentrer de la business pour rentrer de la business, puis qu'ils ont à cœur que les gens qui vont réaliser aient aussi du fun là-dedans, fait qu'ils vont chercher la qualité. Fait que c'est comme de l'autre axe aussi qu'on a peut-être mis en place qui nous permet d'avoir un autre... C'est ça. Puis après ça, il y a toujours des leads qui vont arriver, des leads peut-être plus stratégiques, où là, on va être comme, gang, je comprends que c'est pas le projet qu'on veut, mais généralement, ça s'explique. Il y a une raison. Tu les aides à comprendre pourquoi que c'est stratégique, là, puis après ça, ils vont être on board quand même. Je pense qu'ils vont être d'accord que c'est stratégique. Si je suis pas capable d'expliquer pourquoi c'est stratégique, c'est... Ouais, c'est tu leur fais un petit podcast, puis tu leur expliques pourquoi c'est stratégique, ils vont être ça, je me suis fait vendus. dire, par exemple, que passer des messages à travers le podcast, c'était pas le bon... pas le bon canal de communication. Je vais en parler dans mon podcast, les gens vont savoir. Non, c'est pas tout le monde qui écoute ton podcast. Non! Allez sur mon Instagram. Écoutez les reels. Les reels, exact. C'est dur, la communication, je trouve. C'est comme ça. Ouais, c'est probablement notre plus grande faiblesse. Là. Ou notre plus grand défi, peut-être. Là. C'est vraiment, vraiment difficile pour être sûr que tout le monde comprenne les décisions qu'on prend, puis la nature. Puis les canaux de communication sont tough. T'sais. Des fois, l'info, elle s'accumule et on en a beaucoup à communiquer. Puis quelle information il faut que tu communiques à quel moment. Comment trop tu pas assez à qui. Trop, c'est ça, à qui. Puis là, t'es comme, OK, on va parler de ça au off-site. Puis là, on va parler de ça dans nos weekly. Puis là, on va parler de ça dans... C'est quand même tough. Puis je sais pas si vous êtes remote aussi, là, on en a pas trop parlé, mais nous, je pense qu'il y a le côté un peu, genre, organique de communiquer l'information qui s'est perdue avec la pandémie, là, dans le sens où, tu sais, des fois, t'avais pas nécessairement besoin de faire une annonce pour que ça se sache, là. Fait que je sais pas si vous, c'est un peu un enjeu aussi, mais de un, est-ce que vous êtes en remote? Vous avez des bureaux? On est voisins, d'ailleurs, on l'a pas dit, hein? Nouvellement voisins. Oui, on a des bureaux, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent au bureau. Fait qu'on est principalement, là, sur 65, on est peut-être une vingtaine qui vient de façon régulière. Puis encore là, les grosses journées, c'est une dizaine de personnes. Fait que oui, principalement, oui, on a ces enjeux-là. Discord aide beaucoup. Discord, c'est ce qui est le plus proche de l'organique. Vraiment. Mais tu sais, mettons, c'est sûr que, exemple, dans nos bureaux, que tu as Pierre-Étienne qui est à portée de main versus, il n'est pas nécessairement tout le temps sur Discord. D'ailleurs, Pierre-Étienne, il est aussi dur à attraper que la poussière chez Third Bridge. Tu l'appelles genre 50... Non, c'est pas un compliment. C'est pas bon. C'est pas un compliment. J'ai vraiment pas un compliment. J'ai de la misère à appeler PA. Tu l'appelles 50 fois dans ta journée puis il te répond pas, mais c'est pas grave, on t'aime pareil. Maman me répond. Ah, bon, ben... c'est parfait. C'est quoi ce move? Under the bus, j'aime ça. Mais c'est bon, je pense que c'est correct. Ouais. Ça te dérange pas. On n'est pas en chicane. Non. On finit par se parler. Oui, absolument. Non, c'est ça. C'est sûr que Discord, ça nous aide vraiment à recréer cette... Nous aussi, on l'utilise. D'ailleurs, depuis quand vous utilisez Discord? Comment est venue la discussion? Du jour au lendemain, vous vous êtes dit Discord, c'est super, let's go, on se parle là-dessus. Ben, on avait besoin d'une façon de se parler plus facilement. Puis à un moment donné, booker quelqu'un puis le caller. Puis nous, comme on est sur Teams, tu sais, eat your own dog food, là, on n'a pas Slack. OK. Puis Slack, je pense que c'est un peu meilleur au niveau des huddles. Au niveau il y a comme des façons quand même plus friendly, je veux dire. Là. C'est mon anglicisme, mais d'approcher quelqu'un. Là, Teams, c'est comme un appel, tu sais, comme ça te pop. Ça rend ça trop. Ouais, c'est comme ça dérange. Là. Tandis que là, sur Discord, même pendant la pandémie, je le fais un peu moins de ces temps-ci, mais je me pointais sur un channel où l'équipe était là. Des fois, je venais prendre des nouvelles. Même pour moi, c'était le fun là, de pouvoir faire ça réplique l'ambiance de juste se pointer à côté de quelqu'un et faire genre, hey, comment ça va? Ouais, des fois le matin, avant, je prenais mon café, je descendais, je faisais genre 2-3 salles Discord, puis après ça, je commence à ma journée. C'est les nouvelles, c'est ça. Puis comment ça allait évoluer l'équipe Nexus justement à travers les années? Parce que là, tu disais, ton premier employé est encore là, mais à quel moment est-ce que vous avez eu une grosse période de croissance, mettons, du jour au lendemain? Parce que nous, la pandémie, c'est ça qui est arrivé, mais vous, comment ça s'est passé? Nous, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça s'est passé assez progressif, assez rapide. Là, on est passé à 5 ans. On vient de célébrer nos 6 ans. Là. Fait qu'en 5 ans, sur un span de 5 ans, ça fait, mettons, 12 à 60. Là. 60? Ouais. OK. Puis la composition de l'équipe, ça ressemble à quoi? Parce que tu disais, là, tu as comme 2 axes, c'est comme plus le développement, puis tu as l'autre côté, ça ressemble à quoi? Majoritairement des devs?
Ben, comme on a commencé comme un centre de dev, oui, ça reste que mon gros centre, c'est du développement. Ça représente une trentaine de personnes environ. Fait que 50% de la boîte, c'est du développement sur mesure. Puis j'ai peut-être une douzaine, quinzaine de personnes qui vont travailler au niveau des outils, plus de gestion, l'implantation de système. Là. Puis avez-vous des équipes attitrées à la stratégie? Genre un volet stratégique qui va aller vraiment discuter avec le client de OK, on devrait faire telle et telle fonctionnalité pour telle et telle raison, ou c'est plus, mettons, tes product managers qui vont s'occuper de... Si vous avez des product managers ou des project managers, comment ça fonctionne? Ouais, on a des project managers dans les... parce qu'on fait pas de produits, là, oui, on peut, là, mais c'est plus des... Moi, je les appelle des proxy PO. OK. Parce que c'est les gens qui vont être vraiment là, l'intermédiaire entre une équipe de développement puis le PO, le vrai PO d'un projet, c'est le owner, puis c'est le client en service, c'est le client qui l'a. Fait que souvent, je décris mon rôle d'agent project manager comme étant un genre de proxy entre les deux qui est là pour donner la visibilité. C'est pas ça ta question pantoute, par contre. C'était... Ma question, c'est est-ce que vous avez une équipe de stratégie ou si vous avez des PO qui font la stratégie en même temps? Ben, tu sais, tantôt, j'expliquais qu'on a comme une vision du développement d'affaires qui est différente un peu ou qui vise à pas avoir des commissions ou des gens qui sont plus dans ça. Fait que nous, nos vendeurs, on les appelle les Strategic Account Managers, puis eux ont des responsabilités d'être en mesure de livrer des ateliers comme ça, de rencontrer les clients. Fait que l'idée, c'est soit pertinent, même si tu es dans un rôle de développement d'affaires, dans le sens où c'est notre vision du développement d'affaires, c'est qu'on se rencontre, puis je sois en mesure de t'aider là-dedans et non en train de te pousser Business Central, parce que j'ai entendu le mot... Tu sais, j'ai envie on a envie de trouver des gens qui ont cette compréhension-là de l'écosystème technologique, puis sont capables d'accompagner nos clients. Puis ils vont faire venir des experts de techno spécifiques. Je vais faire venir mes tech leads, je vais faire venir mes experts conseils, en fonction de ce que je réalise en parlant avec le client. Mais comme intervenant, je suis pertinent en soi. Okay. C'est un peu comme ça. C'est vraiment intéressant. Fait qu'au lieu d'aller vraiment aller chercher un vendeur, tu vas chercher quelqu'un qui a de l'expérience en technologie, quelqu'un qui a de l'expérience dans qui a une certaine expertise technique. Là. Ouais, puis qui va pouvoir conseiller. On s'en reparle dans le temps à savoir si c'est un bon pari, mais à date, c'est un pari qui rejoint bien notre vision de ce qu'on est capable d'apporter ou ce qu'on veut faire. C'est sûr, des fois, il nous manquerait un peu de pousser des portes, puis un vendeur va avoir des meilleurs réflexes, des fois, pour pousser comme l'upsell, chose que nous, il faut développer. Mais, au lieu de développer un vendeur à apprendre la tech, on développe des experts conseils ou des gens qui ont une compréhension du numérique à devenir vendeur. Ouais, en tout cas, je dis comme ça. Puis nous, on prend un peu l'approche inverse. Oui, vraiment. C'est comme moi qui est moins technique, là on a rentré Charles qui est pas technique, mais c'est des gens qui ont plus le second nature, c'est de vendre puis de parler à du monde, puis un peu plus out there, puis il va falloir qu'on ça prend un mix des deux. T'as pas le choix. Est-ce que tu dirais que tu es le vendeur principal pour Nexus? Non, c'est mon partner. C'est ton partner, OK. Ouais. Qui est lui qui est plus au niveau développement d'affaires. Okay. Ton background, est-tu technique ou pas du tout? Non. Ouais, c'est ça. Non, mais tellement baigné là-dedans longtemps que... c'est ça, j'allais dire, puis là, t'es dur envers toi-même parce qu'après 12 ans... Non, mais exact, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que je baigne là-dedans que... c'est ça. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, tout ça. Puis, tu sais, qui sont dans l'actionnariat d'entreprise à un moment donné. C'est sûr que c'est pas le même drive, mais quand tu viens qu'à vouloir déléguer ce type de responsabilité-là, puis rentrer du nouveau monde pour générer de la nouvelle business, parce que là, tu sais, le défi là, de 60 à 80 puis à 100, c'est un autre, là, c'est un nouveau défi là, qui est plus dur, ce plateau de croissance-là à briser. Bien, c'est ça. Mon autre question, c'était c'est quoi vos objectifs? Est-ce que toi, tu as la vision que Nexus va devenir une grosse business de 150 personnes ou tu es confortable dans ton 60, tu aimerais ça rester un plus petite business comme ça? C'est pas petit, c'est pas ça que je veux dire. Pour moi, la croissance soutient mes rêves. Okay. Non, c'est pas le rêve. Dans le sens où on a un désir de... J'ai partagé à mon équipe, là, un de mes objectifs, c'est de réussir à débloquer le 4 jours semaine. Je vois ma vision du monde du travail s'en va vers là. Je trouve que je pourrais vous en parler complet pendant un autre podcast. Mais donc ça, c'est le rêve. Est-ce que ça nécessite de la croissance pour y arriver? Un peu, oui. On n'est pas encore... Je pense qu'on n'a pas encore atteint un stade où... ça va être assez confortable, mais après ça, oui, je vais vouloir comme continuer à... Je pense que je veux qu'on soit les meilleurs à ce qu'on fait, puis ça, c'est... La croissance va soutenir ça, t'sais. Si on veut que les gens... Si on veut que l'humain
travaille mieux sur ce qui compte, Ben oui, plus ce message-là, il passe, mieux ça va C'est tellement être. important parce qu'en bout de ligne, en service, justement, qu'est-ce qu'on vend? C'est un peu ça, là, c'est nos humains, puis il faut qu'ils soient heureux. Fait que s'ils sont heureux avec du 4 jours semaine, ben c'est juste plus performant en bout de ligne. Là. Mhm. Puis absolument. Ouais, Ça, puis je regarde le marché du travail, puis je me suis fait une vision de ça. Je viens de, on l'a dit tantôt, là, Workleap, Gsoft, qui a eu un impact majeur sur la façon de voir le travail, surtout en tech au Québec. Mm-hmm. Il y a des précurseurs dans plein d'affaires. Puis, c'est sûr que ça m'a resté, ça. J'ai gardé ça quand je me suis lancé dans Nexus. Puis ça, pour moi, c'est devenu... Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont devenues des dettes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par dette, dans le sens où tu sais, la flexibilité au travail, là, nous, on l'avait, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, c'est une dette. Là. Si tu ne l'as pas, tu es en retard. Il y a plein de choses comme ça qui sont devenues, faire attention à son monde. Avant, c'était le messaging. Aujourd'hui, c'est une dette. Si tu ne fais pas ça, tu es en train de perdre tes gens. C'est ça. Et fait qu'il y avait des choses qui étaient des différenciateurs pour nous dans le passé, qui sont devenues des dettes d'un point de vue de la perception. Puis on essaie de regarder où s'en va le marché, puis on fait beaucoup plus avec moins. Puis oui, il manque de main-d'œuvre, mais à la fin de la journée, je ne sais pas pour vous, les journées en télétravail, c'est rough, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on travaille bien plus, puis j'ai pas l'impression qu'on fait tant plus. Il y a quelque chose qui a changé dans notre approche au travail, dans notre relation avec le travail qui mérite une réflexion. Puis c'est pas pour rien que ce mouvement-là a beaucoup de succès ou a beaucoup de traction, je trouve, sur le marché. C'est que peut-être c'est vers là qu'on va vouloir aller. Là, je suis vraiment d'accord. Puis j'aime le mindset. Le nombre de personnes, une croissance, c'est un peu irrelevant. Nous, au début, on en parlait, là, on était comme, nous, on va être une team de 20. C'est ça l'objectif. Puis ça n'a pas rapport. Là, 20 came and went, puis on a juste continué parce qu'on avait des objectifs, puis on tripait sur nos projets, on tripait sur qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est quoi nos ambitions, Puis, je supporte vraiment ce que tu dis. Un certain point, c'est quand tu as une compagnie qui est mindée de créer un lieu de travail où est-ce que les gens sont épanouis, parce qu'on passe tellement de temps à travailler. Tu t'en parlais un peu tantôt, t'es comme, j'ai 2 enfants, puis mon 3e, c'est Nexus. C'est un peu ça le mindset, c'est comme on traite ces projets-là comme si c'est notre famille, puis il faut, parce qu'on passe tellement de temps à s'investir corps et âme, puis il faut que les gens soient heureux, il faut que nous, on soit bien là-dedans. Puis quand tu penses trop au cash, quand tu penses trop au nombre de personnes, puis tu arrêtes de traiter tes employés ou tes collègues plutôt comme des ressources, puis comme des chiffres, je pense que tu te perds. Puis c'est là un peu... On en a beaucoup de compétiteurs dans le service que eux, c'est une game de chiffres. Là. Ouais. Puis pour moi, c'est pas ça ThirdBridge, puis je pense pas que c'est ça Nexus. C'est pas une game de chiffres. Les chiffres, c'est le bulletin. Je sais, on en a parlé. Pour moi, c'est mon bulletin. C'est comme si j'allais à l'école pour avoir des A. Tu sais, c'est comme... Le bulletin, si je fais bien ce que... Je vais avoir des A. C'est mon résultat, c'est ma note, c'est pas l'objectif. Je m'en vais à l'école pour apprendre quelque chose, je m'en vais à l'école pour développer des compétences. C'est ça mon objectif. Si j'ai développé ces compétences-là, peu importe la note que j'ai eue, je veux dire, ça change absolument. Fait que moi, j'ai toujours vu des résultats financiers. Oui, on se donne des objectifs, mais à la fin, c'est juste notre résultat. Ça ne veut pas dire qu'on a mal fait. Il y a plein de raisons qui peuvent mener à certains résultats qui s'expliquent, mais c'est jamais l'objectif, c'est le bulletin. Ouais. Par contre, je voudrais savoir où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre Nexus. Est-ce que tu fais des conférences? Le Instagram et le podcast. Le podcast, on n'a pas accès, par contre. J'aimerais ça quand même que tu nous envoies un exemple. Je suis quand même curieuse. Un extrait? J'aimerais ça. Mais moi, où est-ce qu'on peut vous suivre? C'est sûr qu'on est très actif sur LinkedIn, je te dirais. C'est là qui est la meilleure façon de suivre Nexus. Moi, tu peux me suivre sur LinkedIn aussi. J'ai ralenti un petit peu, là, dans le sens où on a d'autres défis de croissance, on a des défis qu'on n'a pas parlé, mais ça reste que des fois on parle du beau, puis je veux dire, c'est jamais tout rose. Fait que je suis moins actif, mais généralement, c'est là que je vais m'exprimer sur les sujets qui me passionnent, notamment la culture d'entreprise, puis la croissance. Puis Puis j'ai vu que vous faites un webinaire aussi via les affaires. J'ai vu ça passer. Là. Oui, absolument. C'est pas moi qui va le donner, mais effectivement, on a plusieurs webinaires qu'on a donnés cette année avec les affaires autour de l'adoption du numérique. Le prochain, je pense, va toucher les outils d'AI qui sont disponibles. Parce que moi, je fais pas d'AI, mais on leverage
les outils qui existent, qui commencent à être très performants là, dans la suite Microsoft, Copilot, puis tout ça. Fait qu'on va parler de ça dans le prochain webinaire. Puis sinon, on a nos experts, des fois, qui vont avoir des conférences ou qui vont être dans des événements qui sont peut-être un peu plus niches. C'est pour ça que c'est dur de faire la liste de tous les événements auxquels on participe, mais on est un peu partout. Là. Ouais. Puis pour ceux qui nous écoutent, faut suivre, faut te suivre. LP, t'es un entrepreneur qu'on a appris à te connaître cette année. OK, cool, merci. Puis je pense que t'es quelqu'un de super inspirant même pour nous à l'interne. On parle beaucoup de Nexus, puis on vous connaissait pas, on se croisait à la QT dans les événements, mais sans plus, là, on se disait bonjour, puis cette année, on a appris à te connaître, puis c'est toute une belle découverte. Un bon Jack, ta gang sont chanceux de t'avoir, puis ouais, on a hâte de se rapprocher de vous. Moi, j'ai chanceux de les avoir, honnête. There you go. Cool, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci, LP. Ça fait plaisir.